Les clés de co-innovation, comment on peut rapprocher le monde académique et le monde de l'entreprise. Merci aux 4 intervenants qui ont accepté de participer à cette table ronde de l'après-midi. Philippe Lobépin pour le laboratoire Covea, Vincent Poulain d'Andecy pour ITsoft Use. Ah, mais c'est donc c'est le Vincent qui fraude alors. Ah, très bien. Gérard Blanchard, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'enseignement supérieur, et Pascal Estralier de l'Université de La Rochelle et du ministère de la Recherche pour la DGRI, Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation. Messieurs, merci à tous les quatre de vous installer pour évoquer ces clés de la co-innovation. Et vous pourrez évidemment, comme ce matin, poser vos questions à nos intervenants. Gérard Blanchard, puisque vous êtes en train de vous installer, si vous le voulez bien, on va commencer avec vous. Ça fait plaisir de revenir à la maison, Gérard Blanchard. Ça marche déjà. Marche, ouais. Gérard oui, Blanchard, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui le rencontreraient aujourd'hui, président de l'Université de La Rochelle, jusqu'il y a peu. Aujourd'hui, vice-président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine en charge de l'enseignement et de la recherche. Gérard Blanchard, comment on peut encore rapprocher le monde académique et le monde de l'entreprise? Il y a des outils pour cela. On a beaucoup entendu parler de pôle de compétitivité, par exemple. Ça, c'est un des outils? Oui, bon, alors bonjour tout le monde. Donc vous m'avez convié pour aborder la question sous l'angle de politique publique, en tout cas dans ma fonction actuelle. Alors, je ne vais pas vous parler de l'innovation dans le détail, évidemment, en quelques minutes, mais peut-être d'abord dire que pour un représentant de collectivité que je suis, on ne peut pas décréter l'innovation. Ça, je pense que c'est un point relativement important. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des politiques publiques à différents niveaux. Là, moi, je parle pour la région, mais je pourrais aussi m'exprimer au nom d'autres collectivités. C'est qui permettent de créer les conditions de l'innovation. Là, voilà, je pense que ça, c'est vraiment important. Et d'où le fait que vous parlez de coévolution. Alors nous, aujourd'hui, en politique publique, on parle plutôt d'écosystème d'innovation qui est bien en fait le fait de dire qu'on va aller chercher des acteurs différents, on va essayer de les rapprocher dans des dispositifs organisationnels ou même carrément des rapprochements géographiques de manière à créer les interactions entre les différents acteurs. Et ça, je pense que c'est un point important. Alors ces écosystèmes d'innovation, ils existent évidemment. Ils se sont multipliés au point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on en trouve à différentes échelles. Ils sont relativement denses et c'est vrai que c'est un paysage qui est assez difficile à décoder. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Alors, je ne vais pas passer tout en revue, mais peut-être 2 ou 3 exemples pour montrer comment ça s'organise. Donc, effectivement, les pôles de compétitivité. On pourra parler peut-être aussi rapidement après de technopôles et puis je vous parlerai évidemment de la région. Parce que, en fait, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités, voire même au niveau européen, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées. Les pôles de compétitivité ont été lancés au début des années 2000, en 2004, avec l'idée de relancer un petit peu l'industrialisation en France, en prenant comme constat le fait évidemment qu'il y avait la mondialisation, le fait que nos sociétés développées étaient passées dans l'économie de la connaissance, il fallait que nos entreprises gagnent en productivité, en compétitivité. Et donc il y a eu l'idée de créer ces dispositifs. Et donc en gros, c'est rassembler des acteurs académiques, donc les laboratoires de recherche, les producteurs de connaissances, les centres de transfert de techno, parce que ce n'est pas nécessairement dans les universités on va faire toute la chaîne de valeur, donc les centres de techno, classiquement les centres de ressources technologiques, évidemment les entreprises, alors tout type d'entreprises, des acteurs de la formation, formation supérieure, mais pas seulement, formation initiale, formation continue, évidemment des outils, des dispositifs de financement, et puis des représentants de l'État, enfin des porteurs de politiques publiques. Voilà. Et tout ça, ça s'organise d'une certaine façon. Donc les pôles de compétitivité, c'est un dispositif national qui vient se positionner à des niveaux régionaux. Donc ça veut dire qu'on essaye de rassembler tous ces acteurs sur un territoire bien déterminé. Alors ils sont créés par décret, ces pôles de compétitivité. Ils portent en général sur des thématiques bien identifiées ou sur des technologies génériques. Il y en a à peu près un peu moins de 70 aujourd'hui en France qui sont identifiés. Dans notre région, on en a une dizaine. Alors j'en signerai juste un, je pense en particulier au pôle de compétitivité Alpha, Route des lasers et des hyperfréquences. Je le cite parce qu'il y a 15 jours, l'Université de La Rochelle a signé une convention de partenariat donc de ce pôle qui s'installe à La Rochelle et notamment dans les locaux de l'université. Voilà. Donc ces pôles, ils sont là évidemment pour accompagner les entreprises, sont là pour essayer de promouvoir des projets, ce qu'on appelle des projets collaboratifs.
C'est-à-dire on finance des projets qui impliquent généralement au minimum 2 entreprises et un acteur académique ou des centres de transfert. Voilà, à travers des dispositifs de financement nationaux qui sont, alors c'est pas seulement ça, mais l'un des plus connus, j'imagine que vous le pratiquez, c'est le fonds unique interministériel. Voilà. Donc ce type de dispositif couvre relativement bien la France. Après, on peut prendre d'autres cas de figure. Si on vient sur une échelle beaucoup plus locale, on prend le cadre d'une agglo, comme par exemple ici, l'agglomération de La Rochelle. Oui. Vous mettez en place des technopoles. Donc les technopoles, c'est un petit peu le même principe. On rassemble les acteurs, mais les acteurs du territoire, et puis on essaye d'avoir une gouvernance organisée, une gouvernance partagée, pour faire en sorte de bien mettre en relation les différents acteurs. Évidemment, les entreprises sont présentes à travers des clusters ou même à travers des entreprises. Donc on a le territoire avec l'agglo, la recherche avec l'université, et le monde socio-économique avec l'entreprise. On arrive à faire fonctionner ce triangle? Oui, là, si on parle localement, il y a la CCI également, il y a l'université, il y a les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, il y a tout le monde qui est autour de la table. Et l'idée, c'est de mettre en place un dispositif, d'abord qui montre qu'il y a vraiment une gouvernance et que tout le monde travaille ensemble. Et ensuite, là, la même chose, l'idée, c'est de fournir du service aux entreprises et de fournir du financement. Donc là, dans le cas que je signale, évidemment, la CDA engage des moyens, mais l'université, la région Nouvelle-Aquitaine, j'ai pas encore perdu mes habitudes. Ça va bien continuer. La région va également s'investir à la fois dans le financement du dispositif et dans la gouvernance. On le fait ici à La Rochelle, on le fait à Poitiers, on le fait à Niort. Parce qu'on a quoi dans la région? Combien d'agglos entre 10 et 20? Après, tout dépend de la taille qu'on regarde, mais disons, on va dire qu'il y a à peu près une quinzaine d'agglos importantes. Il y a 17 sites où on va trouver des implantations universitaires. Donc aujourd'hui, en général, ces agglos, il y a des implantations universitaires, développent des schémas locaux enseignement supérieur, recherche, innovation, et généralement sont en train de se structurer avec des technopoles. Dont le principal mérite, je le rappelle, c'est d'avoir une gouvernance organisée, structurée. Et ça, je pense que ça change tout sur un territoire. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Où est-ce qu'on en est en Nouvelle-Aquitaine et comment, avec quel mode de financement la région peut-elle intervenir? Là, la région, elle intervient massivement, si j'ose dire, puisque vous savez que parmi les compétences de la région, il y a vraiment le développement économique, il y a aussi la recherche. Et la loi NOTRe, qui est donc une nouvelle organisation territoriale de la République qui a été votée en 2015, confie justement la quasi-totalité de la compétence développement économique aux régions. Il appartient même aux régions d'autoriser les autres collectivités, les intercommunalités par exemple, sur les aides aux entreprises. Donc la région définit tout le système d'aide, des régimes d'aide aux entreprises à travers un certain nombre de règlements d'intervention. Il y a 2 schémas qui sont importants, dont un vous connaissez probablement bien, c'est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, qui finalement est accompagné des règlements d'intervention qui permettent l'aide aux entreprises. Et il y en a un autre qui est en cours de développement, alors celui-ci c'est moi qui le développe avec mes services, qui est le schéma régional d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Voilà. Dans les 2 cas, on a un certain nombre de dispositifs. Je sais que je dois aller vite, donc je ne vais pas tous les passer en revue, mais sur la partie développement économique, il faut retenir en particulier l'aide aux structures de transfert. Donc là, la région aide massivement ces dispositifs à travers des dispositifs de ressourcement. On aide aussi tout ce qui est projet de développement technologique, R&D, généralement qui sont développés par des entreprises. C'est des projets collaboratifs dans lesquels ils développent des partenariats avec des laboratoires académiques ou des centres de transfert de technologie. Il y a tout le système d'aide à l'accompagnement de la création des startups. Et puis sur le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, on a également un système d'appel à projets recherche et plateformes mutualisées, où là, c'est plutôt à l'initiative des universités, des écoles d'ingénieurs de faire des propositions, mais en lien aussi avec des entreprises. Voilà, donc voilà, on a tout un système de développement. Et puis je signalerai 2 programmes en particulier que vous connaissez peut-être. C'est le programme Usine du futur, où là, il y a un investissement très fort donc, de la région pour aider à la performance industrielle des entreprises. Donc le principe, c'est d'accompagner les entreprises à faire un diagnostic pour les faire évoluer dans leur organisation, dans la numérisation ou dans la robotisation. Et là, ce sont des financements qui sont pris en charge par la région. Et puis, il y a le programme Region Startup qui accompagne aussi la croissance des startups. Voilà, enfin, je pourrais aller plus loin, mais je pense que déjà en première... C'est déjà de beaux éléments de contextualisation. Et vous restez avec nous, évidemment, Gérard Blanchard, pour répondre aux questions à la fin de la table ronde. Pascal Estralier, on a parlé de l'agglo, on a parlé de la région. On va essayer de prendre
encore un spectre territorial un petit peu plus grand. Vous êtes vice-président de l'Université de La Rochelle, à la Direction générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous êtes chargé de mission numérique. Pour faciliter ces clés de co-innovation entre entreprises et recherche, il y a des crédits d'impôt qui existent, par exemple, Pascal Estradier. Oui, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du crédit impôt recherche, qui est un dispositif donc, mis en place par l'État qui permet de mobiliser beaucoup de financements et a priori aussi accessible aux PME et aux groupes. C'est un vrai sujet, ce crédit impôt recherche, dans la mesure où il y a un vrai conflit entre les entreprises, entre l'administration fiscale, ne serait-ce que pour la définition de ce qu'est-ce qu'on appelle de la R&D. Et mon objectif aujourd'hui, c'est peut-être de travailler et de vous présenter quelques éléments qui permettent de mieux cadrer ce qu'on appelle R&D. J'ai participé à plus de 1000 instructions de dossiers de crédit impôt recherche et j'ai constaté que finalement cette notion de recherche et de développement était quelque chose qui était relativement délicat, difficile à comprendre au sein de l'entreprise et difficile à mettre en œuvre. Alors il y a plein de raisons pour ça. D'abord parce que le mot R&D est galvaudé et que quand on dit à un ingénieur que ce qu'il fait comme travail n'est pas éligible au crédit impôt recherche, bien qu'étant de la R&D, c'est des choses que l'ingénieur ne comprend pas. C'est aussi souvent que dans l'organisation de l'entreprise, cette partie de travail n'est pas valorisée et n'est même pas gérée en termes, en tout cas est souvent mal gérée en termes de plan de travail, de sorte à ce que l'ingénieur, quand on lui demande de contribuer à renseigner un dossier de crédit impôt recherche, c'est en plus de son travail dit normal et donc du coup, il ne se sent pas vraiment investi pour arriver à justifier ce qu'il veut faire. Alors moi, je suis intervenu, bien que ne travaille pas dans ce service-là, parce que je travaille plus sur la notion de stratégie et de mise en œuvre de la stratégie de l'État dans le numérique, mais en tant qu'expert pour le service qui est dans le même couloir et qui travaille pour le crédit impôt recherche, je suis intervenu pour essayer, à l'occasion de la nouvelle instruction fiscale qui a été établie, pour préciser justement ces notions de R&D et en particulier dans le domaine du numérique qui était un domaine largement décrié et en particulier sur lequel il y a eu des dialogues avec le Syntec numérique. Alors, la notion de R&D se veut comme un compromis entre des documents de référence qui sont des documents au niveau européen qui étaient définis au départ pour préciser ce qu'était l'innovation, ça c'est le manuel d'Oslo, ou la R&D, mais à des fins statistiques. Et ça sur tout domaine confondu, ça va de la chimie jusqu'au textile. Et en passant par le numérique. Et ces textes-là sont très souvent ambigus dans leur définition. Et je vais essayer de vous montrer en quoi, dans un schéma qui finalement est relativement simple, permet de comprendre comment, dans un processus classique d'entreprise, on peut non seulement repérer la R&D, la travailler, mais en même temps être capable puisque c'était un des thèmes de cette session, travailler avec l'entreprise, avec l'université pour arriver à développer ça. Alors, le développement qui se fait couramment dans l'entreprise n'est pas éligible au crédit impôt recherche. Pour qu'une activité devienne éligible au crédit impôt recherche, le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément déclencheur qui est que malgré tout le savoir-faire des ingénieurs, il n'y a pas la possibilité de réutiliser ce qu'on sait faire et on se pose des problèmes. Alors les textes parlent d'incertitude, parlent d'aléas qu'il faut être capable d'identifier et à partir de là, c'est ce qui justifie le fait de travailler sur une notion d'état de l'art, c'est-à-dire de comprendre et de formaliser la question que l'on se pose et de regarder dans un état de l'art
classique, c'est-à-dire un ensemble bibliographique constitué dans la partie numérique sur toutes les revues, sur toutes les conférences, sur tous les blogs, sur tout ce qui est production scientifique et technique, et bien de vérifier, et ça c'est à l'entreprise et donc à l'ingénieur, de montrer qu'il a recherché, après une expression claire de son problème, et bien il est arrivé à montrer qu'il n'y avait pas de solution à son problème. Alors le problème, c'est que cette notion d'état de l'art, c'est quelque chose qui a été imaginé en termes de process par le législateur, mais que très souvent les entreprises ne travaillent pas complètement comme ça, et que l'état de l'art, dans un contexte crédit impôt recherche, est souvent fait a posteriori pour justifier des orientations, et pas ce qui normalement devrait être fait, eh bien, lorsque le problème se pose, on regarde les solutions qui existent. Et là, je voudrais faire le parallèle avec le travail justement qui se fait dans la recherche ou dans la R&D, mené dans certaines entreprises ou dans l'université ou dans des écoles d'ingénieurs, où là, effectivement, le fait de caractériser le problème, de savoir est-ce que c'est un problème d'algorithme, est-ce que c'est un problème d'architecture, est-ce que c'est les contraintes qui sont données, est-ce que c'est des contraintes de dimensionnement, tous ces éléments-là, il faut être capable de les énoncer et de les préciser pour arriver à caractériser suffisamment et faire les bonnes recherches dans l'état de l'art afin d'établir ce que l'administration appelle des verrous, c'est-à-dire des questions scientifiques et techniques qui sont posées et qui, a priori, dans le contexte particulier, n'ont pas trouvé de solution. Alors là, c'est la première partie du travail. Et souvent, les entreprises s'arrêtent là ensuite, elles décrivent le produit commercial qui a été ensuite développé une fois que ce travail a été fait. Et c'est là où souvent il y a des problèmes, puisque non seulement les dossiers, et moi j'observe, puisqu'en principe le ministère de la Recherche, lui, il intervient lorsqu'il est mandaté pour le faire, et c'est souvent lorsqu'il y a des situations de dialogue très difficiles entre la société et l'administration fiscale, et dans ce cas-là, le ministère de la Recherche intervient sur les dossiers. Et là, eh bien, on s'aperçoit que les dossiers sont souvent mal faits. L'état de l'art n'est pas forcément positionné, il n'est pas clairement établi par rapport à la question qui se pose. Et surtout, ensuite, eh bien, le travail qui est fait pour arriver à expliquer le démonstrateur, le pilote, le prototype logiciel ou matériel qui a été fait, en quoi il permettrait d'être une réponse à la question scientifique, et ensuite, eh bien, quelle démarche scientifique et technique est proposée. Et souvent, elle n'est pas suffisamment bien décrite. Et tout ce qui est démarche de validation, et en particulier une séparation nette entre le jeu de test, l'étude de cas qui est traitée, et le système qui est défini pour pouvoir lever le verrou, sont des éléments qui ne permettent pas d'être souvent très clairs dans les documents. Et ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, l'appui je dirais de la R&D et d'ingénieurs de R&D, de chercheurs, c'est au niveau de l'état de l'art, c'est au niveau de la formalisation du problème, au niveau de l'expression très claire des verrous, qu'il peut y avoir un appui, et cet appui, dans ce contexte-là, est un appui qui est tout à fait positif, et qui a déjà été largement expérimenté dans certains cas. Et ensuite, le fait de dire on arrive à formaliser les connaissances qui ont été produites, ce qui est finalement un élément de preuve vis-à-vis de l'administration fiscale, montrer que les connaissances qui ont été produites se distinguent de celles de l'homme de l'art, et d'être capable, à travers des benchmarks qui sont menés, eh bien, de réinjecter ces connaissances, et en même temps, eh bien, de réinjecter dans le produit développement ce produit-là. Donc là, j'ai essayé de vous montrer comment, de manière un peu vertueuse, on arrive à extraire du développement un problème de R&D et ensuite réinjecter les résultats dans ce contexte-là. Alors, le problème, c'est que très souvent, les entreprises délèguent
parce qu'elles n'ont pas le temps, ou parce que les ingénieurs ne souhaitent pas le faire, ou parce qu'il y a des stratégies qui dépassent, je dirais, des stratégies fiscales qui dépassent simplement le crédit impôt recharge, qui sont plus globales, qui délèguent à des cabinets de consultants. Certains sont très bons, d'autres, finalement, n'ont pas la capacité parce que ce n'est pas eux qui ont mené les activités de R&D. Et très souvent, on voit dans les documents des formules très, très, très génériques, très générales, qui ne sont pas convaincantes. Je termine juste un point sur banque et assurance, puisque c'est dans ce contexte-là que j'interviens. J'ai vu, alors vous savez, d'ailleurs, la banque a été accusée lorsqu'il y a eu, à un moment donné, beaucoup plus d'argent de financement dans le crédit impôt recherche, a été amenée d'arriver sur ce marché du crédit impôt recherche alors qu'elle était complètement absente à un moment donné, et parce que en fait, les banques ont réagi et se sont aperçus que beaucoup de développements, même s'ils étaient relativement classiques, devaient ou étaient confrontés à de réels verrous. Alors c'est vrai sur tout ce qui est traitement financier, où là il y a des algorithmes et des heuristiques qui sont particulièrement efficaces, ou quand on travaille sur des contraintes de big data, et puis finalement ils ont été plus ingénieux que d'autres domaines à essayer de développer une expertise sur le crédit impôt recherche, même si ce n'est pas généralisé. Voilà. Merci Pascal Estrali. On y reviendra parce que on va voir si ces deux mondes arrivent à se parler quand même. On va passer le micro à Vincent Poulain d'Andrecy. Merci d'être d'Andrecy. Vous êtes avec nous pour représenter ITsoft. Prenez un micro, Vincent Poulain d'Andrecy. Merci. Quelques mots d'ITsoft. Petit repère quand même si a priori c'est un opérateur quand même très connu en termes de nombre de collaborateurs, de chiffre d'affaires, votre présence sur le marché. Oui, donc on est sur le marché du BPM, donc du traitement des processus métiers, et ça inclut le traitement du document, qui est souvent la génération du processus métier. ITsoft, c'est 25 millions de chiffre d'affaires et 240 collaborateurs à peu près. Et en termes de relations avec le monde de la recherche, avec l'université? Alors une longue expérience depuis le début. ITsoft ne serait pas là s'il n'y avait pas eu l'université, puisque pour l'anecdote, en 90, j'étais stagiaire, donc ça remonte. Ouais. À la genèse de l'entreprise, une entreprise de BTP qui avait des chefs de chantier qui ne voulaient pas adopter l'outil informatique, et on leur demandait de reporter leur activité, donc ils ont dit non, on n'utilisera pas d'ordinateur, certes. Et l'entrepreneur se demandait comment faire. Il s'est adressé à ITsoft, qui était une société de service à l'époque, qui ne travaillait pas du tout sur le document, et on s'est dit mais pourquoi ils n'écriraient pas à la main dans des formulaires leur relevé d'activité? Et qu'est-ce qui a amené à avoir cette idée-là? C'est qu'au même moment, on était juste à côté d'un laboratoire de recherche et ils travaillaient sur des technologies neuronales de reconnaissance d'écriture manuscrite. On s'est dit, tiens, c'est possible, ça existe dans l'université. C'est une histoire entre voisins au départ, si je comprends bien. C'est une histoire entre voisins. Et on a pris leur technologie, on l'a intégrée dans un démonstrateur. On a montré à l'entreprise de BTP que les fiches pouvaient être remplies comme ça et reconnues automatiquement. Et c'est parti sur notre aventure depuis 25 ans. Et depuis, cette collaboration, elle est fructueuse? Est-ce que, par exemple, il y a des projets qui n'existeraient pas ou n'auraient pas existé s'il n'y avait pas cette collaboration entre l'entreprise et le monde de la recherche? Eh ben, ce projet-là donc, est à la génération de l'entreprise. Après, on a continué et on n'a finalement pas développé de projet spécifiquement. C'est plutôt positionné comme voilà, on a une vision d'innovation, c'est notre chemin de développement. En revanche, on va regarder dans l'entreprise, et ça va être le propos de mes quelques slides, comment on aborde cette philosophie-là pour profiter des résultats de la recherche et accélérer nos offres sur le marché. Et bien voilà. Donc tournez un peu l'écran vers voilà. Pour revenir au basique de pourquoi collaborer avec l'université. Alors il y avait cette histoire de voisins au début, mais en fait si on revient à la base, nous entreprises, on est là pour fournir des solutions techniques, en tout cas dans notre métier, à des besoins de marché, éventuellement de créer un besoin avec une nouvelle solution technique. Mais pour répondre à un besoin, on se pose la question de comment on va le faire.
cette solution technique, et les décideurs, les anglophones, les décideurs connectés qu'on a vu ce matin, disent c'est facile, il y a deux possibilités, make or buy. Je vais utiliser quelque chose qui est à l'état de l'art, je prends quelque chose qui existe, un peu comme quand vous voulez vous loger, vous allez vous poser la question, est-ce que je dois louer un appartement ou est-ce que je dois fabriquer ma maison? Donc vous prenez soit quelque chose de l'état de l'art et vous vous positionnez, donc c'est très rapide à mettre en œuvre, et vous l'avez, mais vous savez ce que vous avez et vous n'avez pas plus que le marché. Ou bien vous pouvez décider de créer votre solution. Et là, créer, ça veut dire faire quelque chose de neuf et donc potentiellement de rajouter beaucoup plus d'innovation que ce qui existe et d'aller au-delà de l'état de l'art. Et naturellement, où se trouvent, pour fabriquer ces choses nouvelles, où se trouvent les compétences de pointe qui sont nécessaires à fabriquer ces choses-là? À votre avis, où se trouvent les connaissances et les compétences de pointe? Je vois que tout le monde dort. Non, j'entends, à l'université. Il y en a un qui suit, merci. Voilà. À l'université. Donc, naturellement, collaborons avec l'université pour pouvoir développer ces compétences et ces nouveaux produits. La question, c'est l'université, c'est un secteur, l'entreprise est un autre, et chacun a une mission et un objectif différent. Donc, comment construire un chemin commun qui soit gagnant-gagnant pour pouvoir atteindre chacun de nos objectifs, à savoir l'université produire des connaissances et former des individus compétents, et pour l'entreprise de produire des technologies qui vont permettre d'améliorer les produits ou de créer de nouveaux produits. Donc il est important que ces deux acteurs se mettent autour de la table, partagent bien ces éléments d'objectifs particuliers, de façon à pouvoir trouver comment chacun peut répondre aux besoins de l'autre et faire que la synergie soit gagnant-gagnant. Donc la réponse aux besoins va sans doute entraîner des contraintes, et dans la balance des contraintes, qui est par exemple apporter des financements à l'université qui en a besoin, et des contraintes de pouvoir récupérer la propriété intellectuelle des résultats des universitaires, donc payés avec l'argent public, pour que l'entreprise puisse exploiter ces résultats. Donc ces contraintes-là doivent être traitées pour avoir une balance positive et qui fait que le projet sera viable. Une fois qu'on a trouvé un chemin d'accord, oui, merci. La vie d'un projet de recherche n'est pas un long fleuve tranquille, comme disait le cinéaste, pour deux raisons. Un projet de recherche, ça se compte en mois, en années. Une thèse, c'est 3 ans. Et donc le temps va passer, et dans ce temps, il va peut-être y avoir des changements d'orientation, parce qu'on va mieux comprendre le projet, on va se dire, tiens, mais finalement, c'est pas tout à fait ce que je voulais au début, donc il peut y avoir on va dire, des soucis de spécification qui vont faire que le projet va aller sur dans des boucles qu'on n'avait pas imaginées au départ. De l'impatience, parce que nous, on a un produit à fournir sur le marché. Et le laboratoire je fais mes expériences, je produis mes techniques. Donc il va falloir qu'on arrive à contrôler notre impatience. Et puis évidemment, risque inhérent à la recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Des fois, on ne trouve pas de suite, ou on ne trouve pas au niveau de performance qu'on a attendu. Donc tous ces risques sont à prendre en compte. Et notre philosophie pour les gérer, c'est basé sur deux approches, deux principes fondamentaux. Le premier, c'est que la stratégie d'innovation est le cœur de la R&D. On est leader technologique depuis 25 ans sur le domaine, et on continue de l'être parce qu'on investit dans l'innovation. En revanche, le projet de recherche n'est pas ou ne doit pas être sur le chemin critique de notre vision d'innovation. Ça veut dire que notre projet d'innovation va se dérouler quoi qu'il arrive, et le projet de recherche va se dérouler en parallèle, je vais dire tranquillement. En revanche, il va nous falloir, nous, être connectés, c'est le mot du jour, de ce matin en tout cas, de faire du suivi très rapproché avec le projet de recherche, de façon à ce que dès qu'il y ait des résultats qui nous semblent pertinents, on puisse venir les intégrer et accélérer nos performances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, PME, on n'a pas des épaules assez grandes pour pouvoir financer la recherche académique. Donc il est important que pour tout ce travail qui est à haut risque, puisqu'on ne va pas avoir peut-être les résultats, ou peut-être pas de suite, ou peut-être dans 6 ans et pas 3 ans, ce développement ne soit pas totalement supporté par l'entreprise. Donc le financement doit être, on va dire, complètement géré. Et ça, on l'approche par deux choses. D'une part, il y a toutes les aides possibles dont on en a évoqué, la région, les CIR et
Et il y a des aides européennes et il y a des aides nationales avec l'ANR ou la NRT pour soutenir les CIFRE. Enfin, il y a tout un ensemble d'outils qui permettent de financer les projets de recherche et de supporter une partie du risque. Ça, c'est pour pouvoir financer les personnels non permanents qui vont être recrutés spécifiquement sur le projet. Et puis nous, en point de vue entreprise, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont travailler dessus. Et pour que ce ne soit pas un surcoût, il faut que le projet de recherche soit totalement dans la perspective de travail d'entreprise en se disant de toute façon, c'est un travail qu'on aurait fait. Projet de recherche ou pas, on l'aurait fait, donc l'investissement n'est pas un surcoût ou à la marge. Parce que par exemple, c'est dans notre mission de savoir ce qui existe sur l'état de l'art. Et pour le coup, quand on crée l'état de l'art avec le laboratoire, d'évaluer donc le travail du laboratoire, c'est comme évaluer un composant du marché. Donc c'est le même travail, sauf qu'on l'a créé. Ces projets financés, c'est clé de départ d'un projet collaboratif. Sans ça, on ne pourra pas le mettre en place. Et c'est aussi un chemin semé d'embûches. Créer un projet collaboratif, c'est entre 6 mois quand c'est facile, 24 mois pour des plus gros projets. Tout à l'heure, Jean-Marc évoquait le projet DOD. On a mis 24 mois à le monter, mais bon, qui était un projet qui a été très heureux, puisque ça a permis de financer 5 millions d'euros de recherche pendant 5 ans. Donc 1 million d'euros ont été investis dans la recherche française pendant 5 ans grâce à ce projet-là. Et ce qui va être un curseur d'investissement de l'entreprise pour pouvoir créer ces projets, ça va dépendre d'une vision stratégique. Est-ce qu'on veut être suiveur ou est-ce qu'on veut être leader? Un leader va être à la genèse et plus pilote du projet, mais beaucoup plus d'investissement et à la construction et au suivi. Un suiveur va être en réponse à un besoin d'un partenaire, donc un investissement beaucoup plus léger en termes on va dire de suivi et d'administratif, ce qui ne changera pas le travail à réaliser quand même scientifiquement parlant. Voilà, en conclusion de ces quelques mots, pour illustrer que c'est possible, que cette philosophie, on l'a mis en place depuis, on l'a à la genèse de l'entreprise, et on l'a maintenue dans ces 8 dernières années. J'ai eu le plaisir de collaborer avec plus de 15 partenaires académiques de France et de Navarre, enfin, pour être plus exact, de France et de Catalogne. Et ça, au travers d'une trentaine de projets collaboratifs sur des secteurs très variés qui sont tous quand même dans notre domaine, dans le traitement automatique du document. Donc je ne vais pas faire l'inventaire parce que je pense qu'on n'a pas toute l'après-midi. Ces projets ont été, selon le cas, soutenus par les différents acteurs possibles qui existent. Donc on a des expériences au niveau de l'Europe, de l'État, des régions. Et qui ont permis évidemment d'avoir des résultats avec des technologies qu'on a diffusées, on va dire lentement et au compte-gouttes au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles dans les produits. Donc ça, on n'a pas créé de rupture technologique d'un seul coup avec nos résultats, mais dans une continuité d'innovation, on a eu des accélérateurs de performance et on est fiers d'avoir les meilleures performances en termes d'extraction de contenu sur les factures, par exemple. Et scientifiquement, ces projets ont généré plus de 80 publications sur les 8 dernières années et on continue à en générer. Et là, j'étais en train d'écrire un papier pour la prochaine conférence de l'année prochaine, en collaboration avec le L3I. Accélérateur de performance, hein, donc ça c'est joli de conclure là-dessus, Vincent Pouladandossi. Merci beaucoup. Philippe Lobépin, pour le laboratoire Covea. Alors le mot, il est peut-être passé un peu vite, hein, mais Vincent Pouladandossi l'a dit, un CIFRE. Hein, alors il y en a peut-être qui connaissent, d'autres qui connaissent moins. Vous en avez mis un en place, CIFRE. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce dispositif? Je peux dire que c'est un dispositif? Oui. Ouais. Bonjour, donc, je m'appelle Philippe Lobépin, j'ai 27 ans. 27 ans d'expérience chez MAF Assurance et dans le système d'information. Et donc depuis 4 ans, je m'occupe d'innovation donc dans le lab Covea. Alors Covea, c'est un regroupement de 3 assureurs. Hein, pour ceux qui ne sont pas trop dans le monde de l'assurance, c'est MAF, MMA et GMF et c'est 11 millions de clients. Bon, je ne vais rien vous vendre aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un vendeur. Mon job, c'est donc de travailler dans l'innovation. Et ce que je vais essayer de vous faire partager, c'est mon premier retour d'expérience de la mise en place d'un CIFRE avec le laboratoire L3I, donc avec Jean-Christophe Bury, qui doit être par là, et Nicolas Texier, qui est l'alternant qui est là, qui a fini son Master 2 à La Rochelle. Et ça commence demain, je crois. L'aventure commence vraiment demain, ce qui veut dire que vous avez commencé à discuter quand? Alors voilà, donc alors on va vous parler du CIFRE. Effectivement, on en a discuté il y a un an. Donc, 1 an?
Il y a un an, tout à fait. Ah oui. Donc, je vais essayer de vous illustrer un petit peu le parcours du combattant et en même temps, peut-être quelques clés pour faciliter les chiffres avec les grosses entreprises. Donc, le chiffre, le chiffre, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. En tout cas, pour les gros groupes, c'est un super dispositif parce que vous pouvez avoir un étudiant, la crème de la crème, pour 2 000 € par mois. Ça revient à ça. Donc avec les financements dont on a parlé, donc, la NRT qui finance 14 000 € par an et la déduction du crédit impôt recherche, grosso modo, ça vous revient à 2 000 € par an. Donc 2 000 € par mois, pardon, c'est moins qu'un SMIC pour avoir un étudiant-chercheur qui travaille avec vous. Donc ça, pour les gros groupes, moi j'ai découvert ce système et je trouve qu'aujourd'hui, il est assez méconnu. Alors, le chiffre, il y en a aujourd'hui à peu près 1400 par an. Et, il y en a beaucoup dans la banque assurance ? Alors non, aujourd'hui, banquier et assureur, on en utilise très peu. Sur le site de la NRT, j'ai vu la banque postale, où il y a eu a priori un chiffre. Et en fait, les grosses entreprises, c'est que 14%. Donc je me suis interrogé, moi, pourquoi c'était difficile. Et en fait, c'est un petit peu le parcours du combattant, pour monter un chiffre. Mais pourquoi un an ? C'est ça, en fait. Voilà, alors pourquoi un an ? Donc, on a mis d'abord, en fait, les 1 an de chiffre, c'est en 3 étapes. La première étape, il a fallu 4 mois pour construire ça. 4 mois, vous entendez bien, 4 mois pour construire le petit dessin qui est là. Cet équilibre. Cet équilibre-là. Donc, alors c'est quoi ce dessin ? Le socle, vous voyez, le socle en pierre, c'est l'étudiant-chercheur. C'est l'étudiant-chercheur qui est motivé, qui a envie de continuer. Il y en a peut-être en haut qui ont envie de continuer en recherche. Et le problème, c'est qu'il faut trouver, vous voyez, le sujet de thèse, c'est le plateau. Le sujet de thèse, c'est le plateau. Et donc, pour trouver le sujet de thèse qui a un juste équilibre entre, à gauche, les enjeux de l'entreprise que je représente et à droite, la problématique scientifique du laboratoire, il a fallu qu'on discute donc avec Nicolas, avec Jean-Christophe Bury du L3I, et que je trouve en interne un sponsor métier qui est prêt à me suivre, parce que c'est que 2 000 € par mois, ça fait quand même 75 000 € sur les 3 ans. Ouais. Donc les 75 000 € pour trouver, il faut quand même qu'on trouve une thématique suffisamment intéressante pour l'entreprise. Donc cette première phase, en fait, c'est là qu'il faut étudiants, labos et gros groupes, il ne faut pas la minimiser. Nous, on a mis 4 mois et je pense qu'il faut guère moins pour faire des échanges. J'ai apprécié aujourd'hui, j'ai rediscuté avec des labos aujourd'hui, mais je pense qu'il faut un minimum de 4 mois pour plusieurs allers-retours pour essayer de trouver une thématique de thèse qui intéresse l'entreprise et le labo, et bien sûr dans lequel l'étudiant se retrouve. Ça me fait qu'un tiers de l'année, ça, 4 mois, Philippe Lobépin, donc c'est quoi la suite ça ? Donc nous, effectivement, ça avait démarré en novembre, et donc à partir du mois de mars, on avait notre sujet de thèse. Et ensuite, il faut monter le dossier, donc là avec le site de la NRT, mais avec la DRH, parce qu'il va falloir remplir tout un tas de papiers. Il faut également que Nicolas ait son diplôme, donc il a fallu également attendre que Nicolas ait son diplôme pour qu'on prouve qu'il avait son Master 2 et qu'on pouvait continuer. Et il l'a eu ? Oui. Et donc, cette deuxième étape, donc pour monter le dossier chiffres, finalement... 3-4 mois, ça passe vite. Hein. Le site est très bien fait, mais il faut un ensemble de dispositifs pour prouver comment ça marche. Il faut activer la DRH, il faut activer... donc il y a pas mal de sujets. Voilà. Et les 4 derniers mois ? Donc la troisième étape, donc à partir du mois de juillet, exactement fin juillet, le dossier était complet. OK de la DRH, OK avec Nicolas, OK avec le labo. Et donc la dernière étape, c'est la NRT qui a des commissions, donc il faut aussi rentrer bien sûr dans le cycle des commissions. Ça a été plutôt efficace, hein, mais bon, il y a les vacances, il y a quelques allers-retours, il y a un premier expert qui regarde, il y a un deuxième expert indépendant qui regarde le chiffre. Et donc on a eu l'accord du chiffre, on l'a eu donc fin octobre pour nous. On a eu l'accord comme quoi le chiffre était accepté. Donc pour nous, le financement des 14 000 € par an, hein, je vous rappelle, c'est ce montant-là. Après avec la DRH, le temps de mise en œuvre donc entre octobre et novembre pour qu'on finalise le contrat après la commission. Voilà. Donc le message notamment pour les étudiants, parce que j'en connais beaucoup qui ont voulu continuer et qui n'arrivent pas à trouver finalement une entreprise suffisamment tôt,
c'est que souvent, il ne faut pas démarrer en dernière année ou dans les derniers mois. Hein, je sais que déjà, les étudiants... On s'y intéresse pas au mois de c'est juin. vraiment, quand vous rentrez en Master 2, c'est au début du Master 2 qu'il faut vraiment commencer à travailler avec les labos, à la recherche des entreprises pour définir la thèse. Et c'est-à-dire que pour l'année prochaine, il faut commencer à la fin de ce Valconum. Là, hein. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, ce type d'événement, je pense que c'est entre septembre et novembre, décembre, tout dernier délai. Parce qu'il faut vraiment une année. Et le risque, c'est que vous finissiez votre année scolaire et que ça ne fasse pas tout de suite la maille, en fait, et qu'il faille attendre quasiment une année de plus. Voilà. Y a-t-il une question pour Philippe Lobepin, Vincent Poulin-Nordossi, Gérard Blanchard, Pascal Estralier? Est-ce que vous voulez poser vos questions? Je voudrais juste la réaction du politique pour conclure. Du coup, Gérard Blanchard, ce que je viens d'entendre, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus vite? Alors, j'entends, hein, non, mais je sais que ce n'est pas le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui décide de tout cela, mais grosso modo, je sais votre passion pour la recherche, l'université, l'entreprise et les étudiants, on devrait pouvoir aller plus vite quand même. Oui, je pense que vous avez donné la réponse, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail plus étroit entre les entreprises et l'université dans les modes d'organisation. L'innovation doit venir de ce côté-là, c'est-à-dire dès le master, avoir une information dès le départ pour prévenir les étudiants des différents modes de financement, des thèses d'ailleurs d'une manière générale, mais particulièrement évidemment sur la partie innovation avec les CIF, parce qu'il y a des calendriers qui sont assez incompressibles, et la première étape finalement, qui est quelque part un peu la plus critique, c'est-à-dire comment on arrive à articuler correctement les attentes du labo, parce que c'est quand même un labo de recherche, et puis les besoins de l'entreprise. Voilà, donc, et puis aussi, je pense, c'est important, c'est sensibiliser plus les étudiants, alors ça tombe bien s'il y en a dans la salle, que là, on a effectivement des possibilités de financement d'une thèse, et surtout déjà un premier pied dans l'entreprise et un début de carrière professionnelle. Merci à tous les quatre, messieurs Pascal Estralier, Vincent Poulin-Nordossi, Gérard Blanchard, Philippe Lobepin.